Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la question du trauma, du traumatisme psychique. Nous avons à peu près 1 heure et demie. On passe à la diapo suivante. Je crois qu'on en a déjà parlé de cette question des particularités du fait psychique. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir sur ce qui, au fond, le spécifie du fait en tant que tel, du fait au sens de l'événement, qui serait objectivable, quantifiable, localisable. Là où le fait psychique en soi, et je crois que c'est important de le rappeler en matière de traumatisme psychique, vient justement échapper à ce qui fonde la démarche scientifique elle-même, c'est-à-dire à ce qui peut être vérifié, entretenant finalement cette question du doute, de la suspicion, parfois. Avec une autre distinction que j'évoque, qui me semble là aussi importante, au-delà de la catégorisation en tant que telle de la maladie, d'une souffrance psychique qui ne coïncide pas, qui n'est pas pour autant superposable à, euh, à la maladie mentale. Alors, quelques mots d'introduction, tout d'abord autour de terminologie. Les troubles psychotraumatiques ont connu des appellations très diverses, jusqu'à celles prévalentes aujourd'hui, à savoir celles de troubles de stress post-traumatique. C'est le terme de névrose traumatique avec les études qui a disparu pour différentes raisons, dans la connotation qui était la sienne, mais aussi sans doute de ce qui ne correspond pas finalement à la réalité de ce qui est en jeu dans un certain nombre de configurations cliniques. Un point important, au-delà de la frise chronologique que vous voyez à l'écran, c'est de distinguer, alors c'est une proposition que je vous suggère là, qui n'est pas partagée notamment par nos collègues anglo-saxons, mais à laquelle l'école française reste attachée, en tout cas francophone, de cette distinction de la contrainte que serait celle liée au stress et celle de l'effraction traumatique. Nous allons voir combien stress et trauma renvoient à deux modèles conceptuels assez distincts. Là où les appellations, notamment des classifications modernes, inscrivent cela à juste titre dans presque ce qu'on pourrait nommer un continuum, si ce n'est clinique, temporel. Depuis la rencontre traumatique, la réaction immédiate, c'est-à-dire celle qui s'ensuit, dans les secondes, dans les minutes, sur le terrain lui-même, pour le militaire, ou dans l'événement pour la population civile, ce que l'on va qualifier d'état de stress aigu, dans le premier mois après les événements, pour parler d'état de stress post-traumatique au-delà d'un mois d'une configuration clinique constituée. La frise est aujourd'hui quelque peu erronée. Depuis le DSM-5, on ne parle plus de SPT chronique, qui autrefois était nommé comme tel au-delà de 3 mois d'évolution des troubles. Cette notion de stress, tout d'abord, je crois que chacun d'entre vous a pu expérimenter au cours de son parcours cette question de la rencontre avec le stress qui fait partie, qui est inhérent, qui est intrinsèque au vivant, avec toute une déclinaison de ce qu'on pourrait qualifier du champ du normal jusqu'au pathologique, par l'intensité, par la durée, par le retentissement finalement de ces manifestations. C'est Karl Jaspers, dans son traité de psychopathologie, qui, au début du siècle dernier, y fera référence, introduira finalement cette question du stress autour de ce qu'il nomme les réactions pathologiques vraies. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est finalement la mise en perspective d'un trouble, d'une réaction en l'occurrence, qui s'avère dans un lien de causalité logique avec un facteur déclenchant, ce qui sera nommé événement causal et réaction compréhensible.
Cette notion de compréhension, pardonnez-moi, je fais une petite aparté, sans doute, mais je le soumets à votre appréciation, a sans doute participé à l'accueil plutôt favorable de ces troubles psychotraumatiques qui offrent un mode de lecture, de compréhension de la maladie mentale, peut-être un peu simpliste, entre une cause évidente, réelle, celle de l'événement traumatique lui-même, et d'une clinique en tant que telle. Sans doute, il s'agit de ne pas s'arrêter à cette lecture quelque peu réductrice, même si, bien entendu, elle n'est pas en soi fausse. C'est Sellier qui reprendra ses travaux pour évoquer le terme d'adaptation et de syndrome général d'adaptation en mettant en avant ce couple stresseur et facteur de stress et réaction pathologique dans un lien de causalité. Nos classifications contemporaines, et notamment le DSM que vous connaissez, hein, le manuel américain de classification diagnostique des maladies mentales, l'inscrit, et c'est une évolution par rapport à sa précédente version, dans ce qui est nommé pathologie dite réactionnelle. Donc en réaction à un événement donné. Au même titre d'ailleurs, ça ne vous a sans doute pas échappé, avec l'état de stress aigu, mais aussi ce qu'on nomme le trouble de l'adaptation. Je passe à la diapositive suivante. Le trauma, lui, renvoie à, je le disais tout à l'heure, une autre lecture conceptuelle. Donc c'est Oppenheim qui, à la fin du XIXe siècle, qui le premier parlera de névrose traumatique. Névrose était le terme convenu de l'époque pour regrouper un ensemble de manifestations assez protéiformes, mal spécifiées, en lien avec des troubles particulièrement observés avec ceux qui faisaient problème, en tout cas en matière de santé publique, à savoir les accidents de chemin de fer. Avec, déjà à l'époque, et ce qui au fond anime la psychiatrie depuis sa naissance, une lecture soit psychogène des troubles, soit au contraire organiciste. Pour reprendre les mots de l'époque, une lecture émotionnelle, c'est-à-dire du champ de la psychologie, et une lecture commotionnelle des troubles, c'est-à-dire une affection qui serait en lien avec l'accident lui-même, l'ébranlement de la substance nerveuse. Kraepelin, dont vous savez le traité, c'est ce psychiatre allemand hein, qui a participé à la catégorisation des maladies mentales, qui exerce encore une influence majeure dans nos classifications actuelles, a parlé de névrose d'effroi. Alors, quel est l'intérêt de marquer cette évolution? Eh bien, c'est d'indiquer finalement un élément clinique qui mérite d'être repéré dans ce qui fait rencontre traumatique, c'est cet effroi, c'est-à-dire cet indice clinique de pratiquement pétrification du sujet dans ce qu'il vient à rencontrer dans l'instant traumatique. Le terme d'état de stress post-traumatique, lui, n'apparaît qu'en 1980. Est-ce que vous savez pourquoi cette date-là, plus particulièrement? C'est à l'époque au sein du DSM-3. Pourquoi 1980? C'est l'après-Vietnam, c'est le post-Vietnam, avec des effets ravageurs du trauma dans la population américaine, moins par le trauma lui-même que par ses complications, à savoir les gestes suicidaires. Il y aura d'ailleurs, ça mérite d'être noté, plus de morts par suicide que de morts au combat dans le post-Vietnam. Donc d'une part par les complications suicidaires, mais aussi par les complications sociales du trauma, avec un nombre particulièrement élevé de sujets coupés, marginalisés, mis au banc de la société
de la société américaine. Et donc, comme je l'indiquais à l'instant, là où l'état de stress post-traumatique était classé au sein des troubles anxieux, il intègre la catégorie de la pathologie réactionnelle dans la dernière version du DSM. Je passe à la diapositive suivante pour rappeler, et ça le mérite d'autant plus, qu'on est là dans le champ d'une pathologie spécifique. Spécifique à plusieurs titres, par la clinique en tant que telle, on va la décrire, par le fait, on pourrait qualifier de générateur, qu'on appelle volontiers événement potentiellement traumatique, et par enfin sa classique expression différée, d'où la notion de post-trauma, avec traditionnellement, on va le voir, c'est pas tout à fait vrai, une phase de latence entre l'exposition traumatique en tant que telle et l'expressivité clinique. Quel est le point commun, à votre avis, entre cette clinique, l'événement et cette expression différée? Exactement, exactement. La proximité avec la mort, comme là, l'une d'entre vous, pardon, vient de l'indiquer. Plus que la proximité, c'est quelque chose qui a à voir avec la mort. Hein. Il ne s'agit pas de la mort des philosophes, d'une mort abstraite, conceptuelle, hein, dont on pourrait débattre entre gens de bonne compagnie, mais d'une mort tout à fait concrète, que le sujet pourra expérimenter. Je passe à la diapositive suivante. Pour continuer sur ces quelques éléments introductifs, et notamment des aspects classificatoires, la reconnaissance est tardive finalement de cette pathologie psychotraumatique. 1980 pour le SPT dans le DSM-3, l'état de stress aigu, lui, apparaît dans le DSM-4 en 94, dans sa forme révisée, donc de façon beaucoup plus tardive. Bien évidemment, ces pathologies psychotraumatiques ont été décrites de longue date. On le retrouve dans les traités, les tragiques, des guerres persiennes, grecques, les guerres napoléoniennes, bien évidemment, ce syndrome du vent du boulet en est une illustration. Avec finalement la possibilité ces dernières années de regrouper des manifestations cliniques qui ne rentraient pas dans les classifications de l'époque, dans une entité clinique finalement autonome. J'aborde ici une notion quelque peu complexe, qui est celle de la notion de causalité psychique. Pour sortir de la lecture que j'évoquais tout à l'heure, d'un événement et d'une clinique, où sans doute il s'agit de ne pas être trop linéaire, trop simpliste dans le raisonnement qui pourrait être le nôtre, de la cause et de l'effet. Retenez que la causalité psychique est plurielle. Elle n'est jamais tout à fait directe, même en matière de traumatisme psychique, au-delà de ce qui est en jeu dans la rencontre entre un sujet et un événement donné. Je passe à la diapositive suivante. Nous avons une étude relativement récente là, qui a fait l'objet d'une thèse de nos jeunes camarades psychiatres militaires sur les motifs d'évacuation sanitaire. MEDEVAC, c'est Medical Evacuation en anglais, puisque vous savez, la France a réintégré l'OTAN. Grossièrement, les rapatriements sanitaires pour raisons psychiatriques représentent un quart, vous voyez, de tous les rapatriements des soldats français de nos différents théâtres et lieux d'engagement. 20 à 25% sont de cause psychiatrique, ce qui est relativement élevé. Parmi ces causes psychiatriques, seul un quart, 25% donc, sont représentés par le trauma. Alors ces chiffres sont variables, bien évidemment, au gré des événements, de l'intensité des conflits dans lesquels nos forces sont engagées, mais où, et c'est une donnée relativement stable depuis 10-15 ans,
presque 20 ans, de notre dernière étude, où les troubles de l'adaptation sont prévalents. Sont prévalents, que ce soit dans la versant d'angoisse, de débordement anxieux ou de retentissement clinique. Les armées françaises ont un plan d'action, c'est plutôt pour votre culture générale et la réflexion que ça pourrait susciter. Encore une fois, n'hésitez pas à m'arrêter via le chat. Nous avons un plan d'action dédié aux troubles psychotraumatiques qui concerne le service de santé des armées, mais évidemment nos armées d'abord, puisque la prise en charge de ces affections psychotraumatiques est beaucoup plus ancienne. Ce plan d'action, où la question de l'éclairage médiatique n'est pas complètement étrangère, a permis une avancée qui est importante dans le repérage de ces troubles, c'est celle de la systématisation, notamment dans le retour de mission de nos militaires engagés dans des conflits. L'autre point majeur est celui d'une meilleure prise en compte par l'institution militaire de cette problématique, où la reconnaissance, sans doute plus que dans d'autres maladies, est centrale. Alors, c'est une évidence, la population militaire est à risque. Pourquoi ? Du fait même de l'engagement du militaire dans des situations de danger, dans la manipulation d'armes, en évoluant dans des zones hostiles. Et donc, tous ces facteurs concourent à faire de la population militaire, quelles que soient les armées, une population à risque. Il en est de même pour les forces de l'ordre, les policiers, quels que soient les pays, ou encore les secouristes, notamment confrontés aux situations de catastrophe ou de prise à partie, cette fois-ci plus personnelle. Il y a bien évidemment d'autres facteurs de risque. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns ? Un auquel je soumets votre sagacité, c'est le sexe féminin. Alors, loin de moi d'avoir des propos sexistes, avec un sexe ratio qui est significatif, qui s'efface d'ailleurs en population militaire, du fait du rehaussement de la dangerosité de l'environnement dans lequel évolue le militaire. Ça tient tout simplement, cette donnée épidémiologique, à la plus grande fréquence dans le monde des agressions, notamment à caractère sexuel, dont les femmes, comme vous le savez, sont les premières victimes. Souvent, d'ailleurs, les événements engageant une intentionnalité humaine sont plus traumatogènes que les aléas, quels qu'ils soient, catastrophes naturelles ou événements tout à fait hasardeux. Les antécédents de maladies mentales, un faible niveau socio-économique, l'existence d'une blessure physique, ça c'est un point important parce que vous serez amené à rencontrer des patients dans les suites d'agressions, vous en rencontrez très certainement. Donc oui, la blessure physique est un facteur de risque. Retenez, bien évidemment, comme tout adage, il est faux, mais il y a un fond de vérité. Un blessé physique est a priori un blessé psychique. Bien évidemment, quand on est atteint dans son corps, ça a nécessairement un effet sur le plan psychique. En tout cas, ça mérite une attention toute particulière de votre part. Un autre facteur de risque important est, même si vous vous souvenez, on a parlé d'une pathologie différée, l'existence d'un état de stress aigu, et notamment de ce qui le marque, de ce qui le particularise, à savoir un état de dissociation péritraumatique, c'est-à-dire proche de l'événement, on va revenir dessus, est un facteur de risque significatif de développement d'une pathologie psychotraumatique différée. Donc, les événements aigus, la clinique dans l'aigu ou le subaigu, la rencontre traumatique, sont bien évidemment des éléments d'importance. Je passe à la diapositive suivante pour aborder justement cette question clinique. Alors, souvenez-vous la frise que je vous présentais au début de notre enseignement. Il est traditionnel de représenter une lecture temporelle
des troubles, depuis la rencontre traumatique, pour des raisons didactiques, hein, mais qui correspond à la réalité clinique également, depuis la rencontre traumatique, ce qu'on nomme après coup, puis la phase de latence, le déclenchement du syndrome de répétition traumatique qui marque le SPT, et enfin les complications. La rencontre traumatique en elle-même, c'est le moment inaugural en quelque sorte, même s'il y a toujours un après-coup dans le trauma. Hein. C'est ce que Freud évoquait autour de cette notion, je le cite, d'expérience de la mort réelle. C'est la mort concrète dont je vous parlais tout à l'heure, hein, d'un sujet qui va expérimenter dans l'événement la question de sa propre mort, qui va s'imposer à lui. Que ce soit la sienne, que ce soit celle du camarade, que ce soit celle d'autres, mais il y a quelque chose de ce champ-là qui se joue. Alors ce sera parfois un instant très fugace, hein, des sifflements de balles, une explosion, parfois la répétition d'événements en tant que tels, d'atrocités commises en particulier dans des situations de guerre, hein, et le monde en est malheureusement un triste exemple à différents endroits, ou parfois des moments beaucoup plus durables. Je pense ici à la question de la captivité, à la question de la torture à certains endroits, d'éventuelles exactions. C'est parfois aussi, on évoque ici la situation du sujet victime, hein, mais il y a aussi le sujet qui parfois est porteur de violence, porteur de mort, hein, où cette transgression de cet interdit n'est jamais neutre sur le plan psychique, hein, de donner la mort à un autre. Et on l'observe volontiers chez nos patients militaires comme chez nos forces de police. Le point d'importance est ici, au-delà de cette phénoménologie de l'événement traumatique, d'insister sur sa contingence, c'est-à-dire de ce qui a pu se produire ou pas, de ce qui a lieu ou pas. Et au fond, d'une dimension d'aléa qui bien souvent torture, insiste auprès de nos patients. Je pense ici, pour donner une brève illustration clinique, un de mes patients, gendarme, que l'on suit là dans le service, et pour lequel le moment traumatique sera pour lui un moment d'interpellation musclée d'une voiture qui n'obtempérera pas lors d'un contrôle de police routière, qu'il prendra en chasse, et jusqu'au moment où il sera amené à pointer sur le conducteur son arme dans un moment où c'était lui ou l'autre. Et c'est là qu'il va, sans avoir appuyé sur la détente, qu'il va se rendre compte que c'était un adolescent de 14 ans dans la voiture. Et là, il y a quelque chose pour lui qui marque dans ce « j'aurais pu tuer » un adolescent, quand bien même des transgressions qu'il avait pu commettre, il aurait pu tuer un semblable, qui plus est un enfant. Le point suivant auquel je fais référence, alors qui a sans doute plus d'importance pour nous militaires, mais je crois que c'est intéressant que vous l'ayez en tête, puisque les mots que nous employons ne sont pas neutres, hein, c'est cette notion de blessure, où nous avons tendance à passer du trauma à la blessure, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, en particulier en matière de réparation de troubles psychotraumatiques. Le trauma, vous le savez, hein, c'est les chirurgiens, hein, ça ne vient pas de la psychiatrie. Le traumatisme, c'est ce qui marque une solution de discontinuité au sein d'un tissu, hein, par exemple, osseux, conjonctif, que sais-je, et qui, métaphoriquement, est appliqué à l'appareil psychique. La blessure a une connotation, elle, médico-légale, en quelque sorte, qui, notamment dans le code des pensions militaires d'invalidité, c'est valable pour les militaires, bien évidemment, mais je pense ici, puisque malheureusement c'est une certaine actualité de la France, pour les victimes d'attentats terroristes, hein, qui peuvent bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Donc c'est important que vous l'ayez en tête, regarde ce qui s'est malheureusement joué à Paris il y a 5 ans, et plus récemment à Nice, et il y a encore quelques semaines à Nice et ailleurs.
cette notion d'unité de temps et de lieu est nécessaire à la notion de blessure. Là où vous voyez que la pathologie psychotraumatique, par définition, dans son expression différée, échappe à cette identification, à cette assertion d'une unité de temps et de lieu, puisque, par essence, les troubles s'expriment à distance. J'ai des patients ainsi qui ont pu venir consulter des années après. Hein. Au moment, je pense tout particulièrement à un de mes patients, c'était au moment de sa mise à la retraite. Hein, donc plus de 20 ans après les événements qui l'avaient marqué et qui avaient notamment participé au déclenchement d'un syndrome psychotraumatique. Donc cette notion d'événement potentiellement traumatique, parce qu'encore une fois, il n'y a de trauma que de singulier, c'est-à-dire de ce qui prendra cette valeur-là chez le sujet, qui, à mon sens, est à identifier autour de cette rencontre avec la mort. De cette rencontre, eh bien, il pourra y avoir des réactions variées à l'événement. Ce sera parfois un sujet qui va le traverser sans coup férir, sans manifestation, et qui pourtant, des années après, pourra déclencher une pathologie psychotraumatique, ce qui complique, vous l'aurez compris, le repérage. C'est parfois une clinique, par contre, d'emblée pathologique, hein, avec l'effroi auquel je faisais référence, de Kraepelin, souvenez-vous, hein, sa définition de névrose d'effroi, d'un sujet qui se retrouve perplexe, dans l'incapacité de bouger, prostré, à l'image de la photographie à l'écran, qui se trouve dans l'impuissance la plus totale face à l'expérience qui a été la sienne. Et parfois, ce sera le déclenchement de ce que l'on nomme état de stress aigu, qui au fond est très proche dans sa clinique de l'état de stress post-traumatique, si ce n'est sa temporalité, et ce qui le caractérise tout particulièrement et sur lequel j'insiste, ce que l'on nomme dissociation péritraumatique. Dissociation péritraumatique qui indique au fond un moment de perte de repère du sujet avec lui-même et avec son monde. Pour le dire autrement, une clinique que vous avez sans doute déjà rencontrée, qui est celle de la dépersonnalisation et de la déréalisation d'un sujet dont le sentiment d'identité va pouvoir être interrogé, qui va avoir des repères beaucoup plus flous avec le temps comme avec l'espace, avec une perte du sentiment de familiarité qui habituellement accompagne notre rapport à l'environnement, d'un sujet qui, par exemple, pourra évoquer combien il avait le sentiment d'être au-dessus de la scène et de se voir lui-même, hein, en dehors de lui, ou encore d'une distorsion temporelle où quelques secondes paraîtront des heures, ou inversement, des heures paraîtront quelques secondes. Le point sur lequel j'insiste ici est la dimension d'incalculable de cette réaction à l'événement, c'est-à-dire de quelque chose qui ne peut pas être prévu, être anticipé, et qui, bien souvent, vient surprendre le sujet, malgré son entraînement, malgré sa préparation, malgré ce à quoi il peut être habitué, qu'il soit sauveteur, secouriste, policier ou militaire. De quelque chose qui vient saisir le sujet avec violence, intensité inattendue dans l'horreur de cette rencontre. Ce que j'évoquais autour de l'état de stress aigu, quand même, près de la moitié des états de stress post-traumatique, retenez cette donnée, hein, près de la moitié des états de stress post-traumatique sont précédés d'un état de stress aigu. Et donc on retrouve le continuum, état de stress aigu, état de stress post-traumatique, hein, que la frise indiquait à l'image de la dénomination de ces troubles. Donc état de stress aigu, qui, vous l'avez compris, est un indicateur important pour repérer et orienter dans les soins ces patients. Au-delà de cet après-coup, il est classique que se mette en place une période de latence. Latence qui n'est pas un intervalle libre, c'est-à-dire libre de tout symptôme, en tout cas psychotraumatique, certes, mais où bien souvent on pourra repérer ce qu'on pourrait qualifier d'une symptomatologie à bas bruit non spécifique. Quelle est-elle ?
eh bien, ce sera des troubles du caractère, une irritabilité, une propension aux colères, un changement dans la façon de se comporter du sujet, des plaintes somatiques, volontiers vagues, diffuses, mal systématisées, inhabituelles chez le sujet. Ce sera des difficultés d'endormissement, ailleurs des recours aux toxiques, je pense tout particulièrement à l'alcool, parfois au cannabis, qui sont les deux substances les plus usitées, en particulier en milieu militaire. Et donc l'enjeu de repérer cette symptomatologie qui n'est pas spécifique du trauma, hein, mais qui vient exprimer, au fond, le bouleversement qui est à l'œuvre chez ces sujets. L'intérêt de la repérer est bien évidemment de mettre en place le plus précocement possible des soins vis-à-vis d'un sujet en souffrance. Ce sera parfois certaines suppléances qui pourront être à l'œuvre chez le sujet, qui pourra se soutenir d'un groupe. Hein. Je pense ici à un patient que je suis encore, ça fait 4 ans, qui, après une mission au Mali, et la rencontre de plusieurs moments traumatiques, qui va rentrer traumatisé, assurément, avec son groupe, et qui pourtant tiendra jusqu'au moment où, à raison, puisqu'il venait de perdre sa mère, il va demander son rapprochement familial, et en demandant donc une mutation dans un autre régiment. Et c'est à ce moment-là, alors que le commandement donnera une issue favorable à sa demande, qu'il va exprimer finalement un insupportable, un insoutenable de ses symptômes en se coupant du soutien de son groupe. En arrivant dans un régiment, donc dans un travail, hein, pardonnez-moi, c'est parallèle militaire, mais on peut tout à fait le transposer au monde civil, en se coupant de ses camarades, de ses collègues, en arrivant dans un milieu où il n'était pas connu et avec lesquels il n'avait rien partagé, et en particulier sa mission, de ce qui pouvait finalement le soutenir. Ce sera parfois d'un sujet qui s'identifiera à la victime. Ce sera parfois la vengeance, hein, qu'on peut observer quand on aura perdu un camarade cher dans une prise à partie. Certains sujets qui s'en remettront à une cause ou s'inscrivant dans un impératif de témoignage, qui sont autant de façons, sans aucun jugement de valeur ici, hein, ce n'est pas de ça dont il est question, mais de faire avec ce qui est venu bouleverser chez ces sujets la perception de la réalité. Mais demander si les latences et les suppléances rentrent dans l'état de stress aigu. Non, non. On est là dans quelque chose qui n'est pas en soi pathologique, mais qui indique que quelque chose est à l'œuvre chez le sujet, quelque chose qui le bouscule. Mais ça ne rentre pas dans la définition en tant que telle de cette entité clinique. On est à distance. Hein. Souvenez-vous, l'état de stress aigu, c'est 4 semaines. Ça durait. Après, on bascule dans... c'est moins de 4 semaines, pardonnez-moi. Au-delà de 4 semaines, on parle d'état de stress post-traumatique. Le déclenchement du trauma, eh bien, souvent, les coordonnées de celui-ci ne sont pas neutres. Le sujet s'en souvient, pour ainsi dire, avec un contexte, parfois un événement, qui vient rappeler le traumatisme. Chez nos militaires, ce sera bien souvent une nouvelle exposition à un événement traumatique. C'est pour ça que nous sommes si attentifs, hein, avant de renvoyer un militaire possiblement blessé au combat. Mais ce sera parfois un événement avec un lien plus distendu, mais qui pourra rappeler la perte qui est en jeu dans la rencontre traumatique, notamment un décès, mais aussi tout simplement une séparation affective, quelle qu'elle soit. Avec un sujet, et c'est important que vous l'ayez en tête, qui pourra être amené à taire ces symptômes, et ce pour différentes raisons. Vis-à-vis d'une expérience qui est volontiers incommunicable au regard de l'horreur traversée. Dans la peur de ne pas être compris, de ne pas pouvoir partager avec ses proches, pourtant les plus intimes, sa famille notamment, hein, mais aussi certains camarades qui n'étaient pas dans la mission, dans l'événement qui a été vécu. Et au fond, dans ce qui vient interroger, je pense ici dans certaines catastrophes,
aérienne ou autre, de comment le sujet a pu survivre là où d'autres sont morts. Avec toute la culpabilité que ça vient véhiculer. Hein, pourquoi moi, hein, et pas l'autre. La question de la honte, cette question de la honte n'est pas anodine. Je m'arrête un instant. En particulier chez un sujet qui se retrouve blessé au cœur même de ce qui a pu faire vocation chez lui. Je pense aux pompiers, je pense aux militaires, d'être blessé au moment, à l'endroit, euh, en raison de ce pourquoi il s'est engagé, c'est-à-dire le combat, l'activité opérationnelle, et au fond de ce qui lâche à ce moment-là. Ce sera parfois aussi de sujets qui n'auront pas été entendus, hein, par leurs proches, par leur hiérarchie, parfois même par le docteur. Alors, comment s'exprime cette clinique? Et là, retenez hein, ces 4 grands signes qui viennent donner une dimension pathognomonique à cette clinique psychotraumatique. Hein. Ces cauchemars traumatiques, eh bien, ils sont à caractériser car ils n'ont rien en commun avec les rêves habituels, hein, avec ces fantaisies nocturnes qui sont les nôtres, au gré de notre désir, au gré de notre actualité, de ce qui a pu se jouer dans notre quotidien, et en même temps se mêler au passé, à des souvenirs et à ce qui, au fond, nous échappe, mais qui, rêvent, s'inscrivent dans une certaine vitalité, une certaine fraîcheur, comme l'exprime leur caractère changeant, variable, volatile. Ce qui n'est absolument pas le cas des cauchemars traumatiques. Qu'est-ce qui les caractérise, ces cauchemars traumatiques? C'est leur fixité. C'est toujours le même rêve qui revient, presque. Il y a parfois quelques remaniements. Hein. Ce sont parfois quelques scènes de l'ensemble de l'événement hein, qui reviennent. C'est parfois l'ensemble du déroulé scénique de l'événement, avec une précision quasi photographique de cet événement, d'un sujet qui pourra le revivre instant par instant. Cette intensité émotionnelle est ici à marquer d'un sujet qui ne vous racontera pas qu'un souvenir. Il le vit, il le revit à l'identique de l'événement. Et c'est ce qui confère une grande appréhension pour nos patients de la nuit, du sommeil, de la réactualisation finalement de la scène traumatique. Certains parlaient ainsi du syndrome de l'interrupteur, hein, de la lumière que l'on va couper pour aller dormir, et qui est appréhendé au point que le sujet va retarder son heure de sommeil, parfois inverser son rythme nictéméral, en appréhendant ce moment du coucher. Ces cauchemars traumatiques, vous l'avez compris, marqués par leur fixité, leur caractère très stéréotypé, sont également ce qui occasionne de sévères troubles du sommeil. Difficultés d'endormissement, parfois de réveil précoce, en occasionnant volontiers des réveils en sursaut, en général dans un grand moment qu'on pourrait qualifier d'orage neurovégétatif, hein, le cœur qui palpite, les sueurs. Bien souvent, nos patients nous rappellent combien le lit est trempé. Ils auront parfois un peu bousculé le conjoint dans le lit, hein, tellement le sujet vit l'événement. Hein. Ce n'est pas un souvenir qui renvoie au passé, c'est un passé qui se réactualise, qui est toujours là, toujours présent, et vient faire intrusion, hein, c'est le terme que nous retrouvons dans les classifications internationales, faire intrusion dans le psychisme du sujet. L'équivalent de ces cauchemars sur le plan diurne, c'est ce qu'on appelle les ekmnésies ou flashbacks, qui sont les reviviscences, cette fois-ci, diurnes, qui rappellent là aussi, de façon volontiers itérative, le moment traumatique. C'est assez impressionnant, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, quand vous avez un patient qui présente un flashback devant vous, il apparaît comme véritablement coupé de son environnement, ailleurs, projeté dans une autre réalité, ce qui introduit presque une rupture de contact hein, avec l'intéressé.
Euh, je pense ici à un patient, ça remonte à quelques temps, qui, en descendant, euh, c'est, que j'avais rencontré aux urgences et on l'a pris en charge dans l'après-coup, qui, en descendant ses poubelles au bas de son immeuble, c'était la nuit tombante, va être surpris par les phares d'une voiture qui venait se garer, ce qui va le renvoyer à une précédente mission en Afghanistan, les talibans, qui étaient à sa recherche. Il va se cacher sous les voitures, présenter un véritable moment d'agitation. Il sera pris dans l'angoisse. Agitation avec fracas contre les voitures, contre les objets, amenant notamment à l'interpellation, à son interpellation du fait du désordre créé, l'amenant à être arrêté par la police et puis secondairement adressé heureusement à l'hôpital. Pour vous dire que le sujet véritablement revit l'événement. Hein. C'est une revivification, comme évoquait Freud, de souvenirs qui ne sont absolument pas métabolisés. Alors, ce qu'il en est, j'ai une question là des zones corticales. J'aurais du mal à vous répondre en tant que tel. Euh, on pourra regarder ça et on reprendra cette discussion euh, si cela vous intéresse. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Euh, un point que je peux évoquer avec vous, alors c'est plus autour des cauchemars que des reviviscences qui sont très difficiles à identifier dans le temps, très très labiles, là où les cauchemars souvent sont plus fréquents. Et donc dans les enregistrements, notamment EEG, on observe, et c'est l'un des fondements d'une technique de traitement de la pathologie psychotraumatique, le MDR, c'est une atteinte du sommeil paradoxal. Sommeil paradoxal qui est, notamment d'une phase toute particulière de celui-ci, qui participe à la dissociation entre un événement lui-même et sa valence affective. Et on observe volontiers, effectivement, chez nos patients psychotraumatisés, une altération de cette phase-là, et donc qui interroge, pour répondre quand même à votre question, plutôt la zone limbique. Euh, voilà pour ces quelques éléments neuroanatomiques. Voilà pour la dimension d'intensité émotionnelle. L'hypervigilance est la troisième lignée symptomatique qui constitue ce syndrome de répétition traumatique qui témoigne d'un sujet dont la perception du monde, de sa dangerosité est accrue, avec une réactivité tout à fait exacerbée au moindre stimuli de son environnement. Et ça s'exprime tout particulièrement dans ces réactions de sursaut qu'ont certains patients, par exemple, au 14 juillet, c'est souvent un moment, ça peut paraître un peu caricatural, ça l'est bien évidemment, mais c'est vrai, d'un bruit sourd, intempestif, brutal, qui amène certains sujets, par exemple, à se projeter à terre, dans un supermarché ou lors des festivités du 14 juillet, avec une réaction tout à fait disproportionnée vis-à-vis de l'événement lui-même. Enfin, l'inhibition renvoie, au fond, pour le dire de façon assez générale, à ce retrait dont le sujet va témoigner dans son rapport au monde. Retrait sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan psychique, un sujet qui se retire finalement du monde environnant au regard d'une expérience vécue qui vient le couper, l'isoler de son entourage habituel. On touche ici du doigt à la dimension incommunicable de cette expérience traumatique. Donc retenez ce syndrome de répétition traumatique. Encore une fois, sa dimension spécifique mérite d'être relevée. Les cauchemars traumatiques, les reviviscences diurnes, le flashback, l'hypervigilance et enfin l'inhibition.
je passe à la diapositive suivante, les complications en tant que telles, je le pose comme une interrogation, au fond, font véritablement partie du tableau. On les retrouve dans près de 80% des cas d'état de stress post-traumatique, et elles sont bien souvent, souvenez-vous, hein, la petite incise que j'évoquais historique autour du Vietnam, ce sont souvent ces complications qui sont au devant de la scène et qui peuvent parfois nous amener à sous-estimer, passer à côté d'une problématique psychotraumatique. En particulier, les conduites addictives, hein, qui sont très fréquentes dans cette configuration clinique, en particulier les conduites d'alcoolisation. C'est également le retentissement sur l'humeur, avec des comorbidités dépressives fréquentes, en venant majorer et par la dépression et par le trauma le risque suicidaire, et ce de façon tout à fait significative, avec des sujets psychotraumatisés qui passent beaucoup plus à l'acte que la population générale. Enfin, les troubles anxieux, effectivement, peuvent être très invalidants. Je pense ici tout particulièrement aux troubles phobiques, notamment agoraphobiques, des sujets qui ne supportent plus la foule, hein, qui ne peuvent plus prendre les transports en commun, être dans les magasins, qui évitent tous les horaires un peu sensibles de sortie de bureau ou de départ au travail, toutes ces transitions de population qui sont source d'une angoisse importante. C'est des patients, ça peut paraître anodin, hein, mais qui au restaurant vont devoir se mettre dos au mur pour être certain que personne n'est derrière, personne qui pourrait leur vouloir du mal. Hein. Tellement ils sont sur le qui-vive dans un état d'alerte. Ces troubles anxieux sont souvent très, très invalidants et participent à l'inhibition, au retrait que j'évoquais tout à l'heure, hein, de sujets qui vont petit à petit s'exclure de l'environnement et du paysage social. Donc l'enjeu, vous l'avez compris, c'est de savoir repérer cette pathologie psychotraumatique derrière ces éventuelles complications. La démarche diagnostique, on en a déjà dit un peu quelque chose. Hein, les obstacles, effectivement, sont nombreux. Même si 50%, donc la moitié des états de stress post-traumatique sont précédés d'un état de stress aigu, la survenue différée des troubles peut tout à fait conduire à un certain oubli, du moins de l'environnement professionnel, parfois médical, de l'événement. Et donc conduire à un retard de prise en charge. Le vécu de honte, dont on a parlé, est également un point peu propice, vous l'aurez compris, à l'initiation d'une démarche spontanée de soins du sujet, hein, de l'expression d'une demande. Je disais donc, oui, cette demande de soins est souvent portée par la famille, hein, parfois par l'environnement professionnel, et pas toujours par le sujet lui-même. Tellement cette honte est paralysante et est un frein à l'expression d'une demande de soins. Le masquage des complications que j'évoquais à l'instant est bien évidemment cette fois-ci un frein dans la démarche diagnostique du docteur. D'où l'intérêt, vous l'aurez compris, d'une démarche que l'on pourrait qualifier de proactive, c'est-à-dire allant au-devant de ces sujets. Hein. Ce qui nous a conduit, au milieu militaire, c'est fait ailleurs maintenant, hein, largement, à une systématisation du repérage clinique. Pour vous l'illustrer, aujourd'hui, nous rencontrons, enfin, quand je dis nous, c'est les docteurs, hein, psychiatres ou médecins généralistes, qu'on nomme médecins des forces, ceux qui sont au plus près de nos forces, c'est-à-dire les médecins de régiment, à rencontrer systématiquement les soldats partis en mission dans les 2 à 3 mois de leur retour. Pourquoi les 2 à 3 mois? Parce que nos études ont pu démontrer que c'est la période la plus sensible pour repérer les troubles, qui sont dans plus de 2/3 des cas déclenchés dans les 3 mois de l'événement. Donc c'est intéressant d'avoir en tête cette notion de 3 mois après l'événement, en tout cas d'un point de vue épidémiologique.
Alors, comment reconnaît-on, comment pose-t-on un diagnostic, l'état de stress post-traumatique? Eh bien, il faut rester très simple dans votre démarche, c'est la mise en évidence de ce syndrome de répétition traumatique. Souvenez-vous les 4 lignées symptomatiques, les cauchemars, les reviviscences diurnes, ces manifestations d'hypervigilance et enfin ces dimensions de retrait qui s'inscrivent en lien avec un événement objectivable. On pourrait presque parler d'une clinique de l'événement traumatique. Et donc d'un lien de causalité entre les deux, d'une pathologie installée depuis au moins un mois, 4 semaines, qui nous permet de poser ce diagnostic d'état de stress post-traumatique. J'ai déjà évoqué l'intérêt de cette consultation à 3 mois du retour, mais qu'on peut tout à fait appliquer à un événement traumatique, quelle que soit la population à laquelle on a affaire. Il y a des outils d'aide au diagnostic. Alors, pardonnez-moi, j'aurais dû réactualiser, je ne l'ai pas fait de façon complète. Notamment, nous utilisons alors ce qu'on appelait la PCLS, qui était en conformité avec le DSM-4, c'est aujourd'hui la PCL5, qui est un auto-questionnaire. C'était 17 items, on est passé à 20 items. Donc, le sujet peut remplir lui-même, que nous mettons, nous, à disposition de nos patients dans nos salles d'attente, qui permet d'évaluer par le patient et pour le docteur dans l'après-coup, de penser à la question de ce trauma, qui nous permet de jauger du retentissement clinique, fonctionnel, de troubles chez le sujet. Alors, les seuils de positivité sont effectivement assez variables, c'est-à-dire à partir de quel est le cutoff, à partir de quand est-ce qu'on s'inquiète. Nous avions, nous, une étude qui remonte à notre engagement en Afghanistan, il y a maintenant une dizaine d'années, qui s'adossait à la PCLS, et où nous avions retenu le score de 44. Là où l'abaissement de ce score, autour de 35 ou 34, permettait de repérer une souffrance, mais pas forcément du champ psychotraumatique. La PCL5, globalement dans les études d'ailleurs, pardonnez-moi, je reste sur la PCLS, puisque c'est là où nous avons le plus de littérature, puisque c'était celle qui avait été le plus utilisée. Il n'y avait pas véritablement d'homogénéité dans les seuils, en sachant que c'est éminemment variable en fonction de la population à laquelle on s'adresse, et notamment au taux de prévalence du trouble au sein de cette population-là. C'était globalement entre 30 et 50. Retenez ces données-là. De toute façon, cet outil est toujours, et je vous y incite, à confronter, à corréler à votre intuition, à votre évaluation. On ne traite pas un score, on traite un sujet, même si ces échelles sont tout à fait précieuses dans des démarches notamment épidémiologiques de repérage en population. Un autre point important dans cette dimension diagnostique, que ce soit en milieu militaire ou en milieu civil, loin de moi l'idée de vous enrôler dans l'institution, mais c'est de systématiser une certaine forme de traçabilité de l'événement lui-même, de la clinique du sujet, mais aussi des éventuelles mesures de soins dont celui-ci aurait bénéficié. Pourquoi, à votre avis, cette traçabilité est si importante? Pour la réparation. Tout à fait. C'est-à-dire, souvenez-vous de cette clinique classiquement différée, parfois plusieurs années après, et où, bien souvent, tout le monde aura oublié l'existence même de cet événement. On l'a largement observé dans nos régiments et nos antennes médicales qui sont dans les régiments. À la faveur du temps qui passe, mais aussi des changements d'équipe, la mémoire collective s'efface. Parce que les gens bougent, parce qu'il y a un renouvellement de population, et que petit à petit, tout s'efface. Et donc, pour défendre, à l'image du dossier médical, dans votre pratique de tous les jours, c'est d'abord quelque chose, vous le savez, qui appartient au patient, et donc qui permet aussi de soutenir. C'est un outil de travail, mais dont on est le dépositaire, mais qui appartient au patient, et qui permettra de faciliter l'argumentation de la preuve si une clinique se développe,
si des troubles apparaissent à distance et doivent ainsi être reconnus et réparés. On le retrouve tout à fait en milieu civil, hein, avec la mise en place d'un certain nombre de documents. Ça avait été mis en œuvre, je pense ici aux attentats de Paris, hein, euh, en s'adossant, en utilisant les documents notamment issus de la circulaire, hein, de janvier 2017 relative à l'urgence médico-psychologique, avec la mise en œuvre, les CUM, vous savez, hein, ça date des attentats de Paris, cette fois-ci de 95, c'est un peu plus ancien, qui avait permis de Saint-Michel la mise en œuvre d'un réseau d'urgence médico-psychologique, hein, au profit de la population générale. Ces documents qu'on peut qualifier de preuves peuvent être très importants, en tout cas permettent de préserver les droits de nos patients, hein, en milieu civil comme en milieu militaire, j'insiste. L'évolution clinique. Alors, il est important d'ici de s'arrêter un peu, car bien souvent, quand on identifie une maladie, notamment en matière de psychiatrie, nous pourrions, nous-mêmes docteurs, avoir tendance à avoir une appréhension assez figée de la chose. En enfermant nos patients dans des catégories diagnostiques, dans quelque chose qui serait, une fois pour toutes, arrêterait la possibilité du sujet, si ce n'est d'aller mieux, mais en tout cas de se dégager de ce qui, à un moment donné dans leur parcours, a fait symptômes et problèmes. Retenez que une évolution favorable reste la règle, hein, avec un amendement des troubles jusqu'à 80% à un an. On est à 3 mois à 50%, hein, de la clinique psychotraumatique, hein, pardonnez-moi. Je ne parle pas par rapport à l'événement, hein, j'évoque ici l'évolution de la maladie en tant que telle, le processus morbide. Donc 80% d'évolution favorable, c'est quand même pas si mal, c'est-à-dire la majorité finalement. Le gros problème, c'est la contrepartie de ce que je viens d'avancer, c'est que ces 20% restants, et bien présents des troubles, eux, par contre, persistants, chroniques, et souvent particulièrement invalidants. 20%, c'est quand même beaucoup. Et c'est donc vis-à-vis de ces patients, c'est cela qu'il s'agit, à mon sens, d'identifier, de prendre en charge dans la durée, et vis-à-vis desquels il faut déployer toutes les mesures pour les soutenir. Hein. Mais c'est vis-à-vis d'eux, pas des autres, moins des autres, on va dire, qu'on aidera bien évidemment, mais qui auront moins besoin de l'étayage institutionnel, social, médical, qui pourrait être déployé pour concentrer nos efforts sur cette population de sujets psychotraumatisés qu'on pourrait qualifier, j'ai un peu ce terme, mais de chroniques. Quand je parlais de complications tout à l'heure, un des points majeurs problématiques chez nos patients, au-delà des troubles en tant que tels, ce sont les remaniements de personnalité. Et notamment des remaniements caractériels de sujets beaucoup plus impulsifs, beaucoup plus réactifs, et qui vient problématiser les relations avec leur entourage, qu'ils soient professionnels, familiales, sociales, amoureux, et en renforçant l'isolement de ces patients. Cette dimension de conflictualisation est un problème au long cours chez ces patients, dans leur quotidien, mais également dans leur prise en charge. Donc, voilà pour ces points d'évolution dans le temps qu'il me semble important de noter. Quelques mots d'éthiopathogénie, hein, pour indiquer combien l'événement traumatique est ce qui vient bousculer, faire rupture pour un sujet dans son parcours. Avec une dimension éminemment singulière. C'est-à-dire que ce qui va faire trauma pour l'un ne le fait pas forcément pour l'autre. J'ai ici une illustration clinique, hein, lors de mes précédentes missions. Il s'agissait d'un patient conducteur, hein, d'un véhicule militaire, d'un poids lourd, d'un véhicule blindé, et qui, sans avoir été confronté à un événement, à la vision des dunes qu'il sera amené à traverser au Mali avec son unité,
eh bien, va être renvoyé à la mission, à la précédente mission qui avait été la sienne, où là, il avait été confronté à un moment traumatique. Ce qui va susciter dans le commandement, son entourage, même chez le docteur, une certaine incompréhension, puisque rien ne s'était passé finalement au cours de la mission en cours. Mais cela avait pu faire écho, hein, souvenez-vous, d'un événement qui vient rappeler les circonstances ou les coordonnées du trauma initial. Il y a toujours effectivement un temps 1 et un temps 2, un temps 1 de la rencontre, et puis quelque chose autour de cette élaboration, de cet après-coup qui vient faire trauma. Donc cette dimension singulière, elle est importante. C'est pas la gravité, l'horreur, les atrocités en tant que telles qui sont en jeu, mais ce en quoi l'événement va faire écho chez le sujet. D'une expérience, enfin, qui est volontiers innommable, je disais incommunicable, c'est là l'un des deux, c'est-à-dire d'un langage qui est bien souvent impuissant à dire, à nommer, et qui vient faire effraction, hein, d'où la terminologie de traumatisme psychique. C'est dans la théorisation freudienne, hein, cette effraction de ce qui est nommé dans sa topologie, hein, d'appareil psychique, de la vésicule péritraumatique et de ce qui vient faire effraction de ce qui est nommé par excitation. Donc de quelque chose de tout à fait qualitatif, singulier, individuel, intime. Là où, on aura l'occasion d'en reparler, hein, pour ceux qui seraient intéressés par le séminaire hein, que nous organisons avec les collègues de l'Aveyron autour du psychotrauma, du modèle quantitatif, qui est le modèle du stress, qui lui fait moins référence à un événement unique, même si l'événement peut se répéter, mais au fond à des contraintes qu'on pourrait qualifier de cumulatives, qui s'additionnent, qui viennent se télescoper pour participer à ce qu'on nomme dans notre milieu cette fatigue opérationnelle de sujets qui, par exemple, en Afghanistan, du fait de l'intensité de la répétition des missions, des tirs de harassement dont ils étaient l'objet, ont pu, à certains moments, témoigner dans les mesures de sécurité, dans les manipulations de leur armement, présenter des mésusages et avec des conséquences parfois graves, hein, de blessures d'un camarade. Avec ces différentes phases du stress, hein, donc je vous épargne le circuit neurobiologique, hein, mais au moins vous rappelez ces différents temps, depuis la mobilisation des ressources du sujet face à un changement dans son environnement, un stimuli dangereux, à risque, c'est cette phase d'alarme. La phase de résistance est celle du maintien des ressources adaptatives du sujet face à la persistance de la situation de danger, avec parfois, pour nos militaires par exemple, des situations de prise à partie qui durent plusieurs heures, jusqu'à une phase d'épuisement. Hein, c'est le graphe, souvenez-vous, de la précédente diapo, une phase d'épuisement qui, elle, renvoie à au débordement des ressources psychiques, des capacités attentionnelles du sujet, et qui va présenter diverses manifestations autour du champ de l'angoisse, hein, dans quelque chose qui s'inscrit beaucoup plus dans ce qu'on pourrait nommer le biophysiologique. Je passe à la diapositive suivante. Quelques principes de prise en charge dans les 10 minutes qui nous restent. Alors, pardonnez-moi, ce sera un peu à la serre. Mais à l'image de cette clinique hein, qu'on a scandée, on peut distinguer 3 grands temps dans la prise en charge de la pathologie psychotraumatique. Il y a bien sûr le temps de l'urgence, au décours immédiat de l'événement, hein, c'est-à-dire dans les minutes, dans les heures qui surviennent après ce dernier. Il y a le temps du post-immédiat, c'est les jours suivants, hein, qui est le temps du débriefing médico-psychologique en tant que tel. Ces 2 temps correspondent finalement, plutôt d'ailleurs le temps 2 que le temps 1, au temps des cellules d'urgence médico-psychologique, hein, qui se déploient dans les heures ou les jours qui suivent un événement potentiellement traumatique
et avec un impact collectif. Enfin, et un temps qui n'est pas des moindres, c'est ceux à distance de soins ultérieurs, de soins dans la durée, qui sont bien évidemment essentiels dans la prise en charge de ces patients. Nous nous adossons en milieu militaire à une doctrine, ce qu'on nomme psychiatrie de l'avant, c'est-à-dire d'être au plus près de nos patients pour permettre la prise en charge précoce de ce qu'on nomme blessé psychique. Hein. Prise en charge précoce qui s'adosse au principe, je ne les ai pas cités là, d'un psychiatre militaire américain, hein, Salmon, qui remonte à plus d'un siècle, hein, relativement simple, mais qui indique les grandes lignes, hein, de la prise en charge de ces patients au front, ou en tout cas pas loin, hein, en étant couvert bien évidemment. Hein, le psychiatre n'est pas sur la ligne de feu, hein, c'est la place des secouristes, parfois des infirmiers, parfois même des docteurs, médecins généralistes qui, par nécessité, sont amenés à malheureusement s'exposer et à parfois en subir les conséquences. Donc, prise en charge précoce, pourquoi? Eh bien, vis-à-vis du bouleversement que représente le plus souvent cette rencontre traumatique, vis-à-vis d'un monde dont la représentation a été ébranlée. Avec l'organisation de toute une chaîne de secours, hein, je vous parlais tout à l'heure de rapatriement sanitaire, c'est-à-dire de la capacité, la France est la seule, hein, un peu de, pardonnez-moi, d'autosatisfecit, ça fait pas de mal dans ces périodes de crise. La France est le seul pays au monde à être capable à rapatrier en 24 à 48 heures tout patient militaire dans le monde jusqu'en métropole. Hein. Les Américains sont sur une autre modalité, mais sont sur des temps beaucoup plus longs. Donc c'est intéressant quand même de l'avoir en tête. Avec donc dans ces mesures d'urgence sur le terrain, finalement, ce qu'on peut nommer un secourisme psychologique qui au fond s'adosse à un soin nécessairement contraint, dimensionné par la précarité des conditions de sa dispensation, hein, avec au fond une approche relationnelle où il s'agit bien souvent de rétablir un lien de parole, un lien d'humanité au regard de ce qu'ils viennent de traverser. Dans les situations les plus sévères, la nécessité de recourir à un appoint médicamenteux. Hein. Il n'y a pas de conférence de consensus sur l'utilisation d'une famille particulière. Il est quand même classique de ne pas avoir recours aux anxiolytiques, en particulier aux benzodiazépines, du fait de leur action sur le système limbique et la mémoire. Le débriefing médico-psychologique, j'ai là peu de temps pour le déplier, mais au fond, qu'est-ce que c'est? Pour le dire rapidement, c'est un entretien centré sur l'événement. Hein. Il ne s'agit pas de parler vulgairement, pardonnez-moi mes glissements, mais de papa et maman. Il s'agit de reprendre ce qui s'est passé pour lui dans l'événement qui vient de se produire. L'enjeu, c'est de savoir si celui-ci, je vous le rappelle, appartient à la temporalité du post-immédiat, c'est-à-dire dans les jours suivants, hein, pas trop tôt, toujours après les cérémonies, lorsqu'il y a eu des morts, une cérémonie officielle, qui pourra être soit individuelle, soit de groupe, lorsque le collectif, si tant est qu'il y en ait un, c'est le cas souvent au milieu militaire, c'est un peu moins vrai en milieu civil, lorsque c'est une catastrophe, par exemple, un barrage ou que sais-je, où la notion de groupe se réduit bien souvent à celle de famille, par exemple. Mais cette approche collective n'a de place que si il y avait au préalable un collectif. Qu'est-ce que c'est, au fond, le débriefing? L'enjeu, finalement, c'est d'aider, notamment dans sa dimension collective, d'aider le groupe à sortir, hein, à se dégager de l'événement au regard de l'expérience commune qu'ils viennent de traverser. C'est un acte de soin à part entière qui obéit à la logique médicale, qui est tout à fait confidentielle. Il paraît opportun de noter, hein, dans les pièces médicales qui pourraient attester et être utiles, dans l'après-coup en cas de réparation. Plus à distance, du trauma, dans
dans les semaines, dans les mois, les années parfois, eh bien, l'enjeu est de maintenir, préserver un soin, un lien avec nos patients vis-à-vis de l'horreur qu'ils ont pu traverser et qui, bien souvent, marque un arrêt dans leur parcours, dans leur trajectoire. Au-delà de la psychothérapie qui viendra soutenir cette approche relationnelle, il y a des approches spécifiques, et je pense ici tout particulièrement, il y en a d'autres, hein, mais à l'EMDR, dans une approche thérapeutique tout à fait ciblée sur le trauma et qui est très précieuse, notamment dans ce qu'elle peut aider à diminuer l'intensité symptomatique et aider le sujet à dégager de cette emprise mortifère. Il y a des médicaments sur le plan de la pharmacologie qui ne sont pas convaincants pour l'instant, malgré quelques antidépresseurs qui ont l'AMM pour la pathologie psychotraumatique en tant que telle, alors que bien évidemment, on soignera les éventuelles complications conformément aux recommandations de bonnes pratiques. Enfin, la question de la reconnaissance, je vous en ai touché quelques mots, peut-être je vais laisser ça évoquer de façon un peu allusive. C'est au fond reconnaître pour nos militaires, mais aussi pour nos civils engagés dans le travail qui est le leur, de reconnaître les risques pris dans leur métier et au fond d'une nation qui sera reconnaissante à l'endroit de leur sacrifice, et en particulier de leurs blessures, en essayant d'accompagner ce qu'on pourrait nommer ce champ de la réhabilitation, au-delà de la reconnaissance, et de comment les accompagner, les aider à se remettre en chemin, à récupérer quelque chose de ce qui leur a échappé dans la rencontre traumatique et à reprendre la direction de leur trajectoire. Je conclus, l'heure a bien tourné, sur quelques points quand même qui viennent tempérer ces quelques éléments très généraux que j'ai partagés avec vous, afin de vous sensibiliser à une pathologie qui, bien évidemment, ne concerne pas que le milieu militaire, sinon je ne serais pas là. Mais retenez que cette pathologie, la pathologie psychique en milieu militaire, ne se réduit pas à cette seule question du trauma, mais à un ensemble de une pathologie beaucoup plus vaste qui est celle de la psychopathologie générale. Retenez également que la rencontre avec des situations traumatiques marque parfois l'entrée dans d'autres troubles que l'état de stress post-traumatique. On a parfois des déclenchements psychotiques, c'est parfois des compensations cliniques, et pas forcément la clinique psychotraumatique telle que nous venons de la déplier. Et au fond, là, c'est plus une invite qu'autre chose à ce face-à-face, si je puis me permettre, avec la mort. L'enjeu pour nous soignants est peut-être de proposer quelque chose de l'ordre d'une rencontre à même d'accueillir l'altérité du discours de vos patients. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci à vous, malgré les quelques problèmes techniques.